Et là, ce joueur me dit tu joues tellement mal. Et là, il y a littéralement une personne qui nous jette des pièces. Et après, pendant le tournoi, il a commencé à me suivre. Je vais voir l'organisateur ou l'arbitre, je lui ai dit bah là, il me menace et tout, qu'est-ce qu'on fait? Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis en compagnie de Julien Song, Hello. troisième invité de la chaîne. Et on a ramené une nouvelle fois un échiquier. On va disputer une partie. Donc, bonne partie, Julien. Bonne partie. Je commence? Vas-y, bah commence. D4, comme ok. d'hab. Ok, je vais faire semblant de réfléchir. Julien, donc j'ai pas mal de questions à te poser. Alors toi, ce qui est intéressant comparé aux autres invités, c'est qu'on a pas mal de points communs parce qu'en dehors des échecs, on fait tous les deux de la création de contenu. Ouais. On est tous les deux coachs. Ouais. Donc beaucoup de choses à se dire. Ma première question, c'est à propos de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a fait commencer les échecs? Waouh, qu'est-ce qui m'a fait commencer les échecs? En fait, j'ai appris les échecs en CE2, école primaire. C'est mon professeur des écoles qui m'a appris. J'avais essayé différentes activités. J'avais fait de l'escrime, je me rappelle. Je trouvais que j'avais un peu chaud dans le casque. Tu sais que j'ai fait de l'escrime aussi, c'était exactement pareil. Genre j'ai fait Ouais. 1 an, et mon motif ouais. d'arrêt, c'est qu'il faisait chaud dans le casque. Il faut pas être claustro, quoi. Ouais, moi Ouais. c'était anxiogène pour moi. Ouais. J'ai fait du foot, mais j'étais pas super fort. J'aurais bien aimé être fort au foot, mais je sentais que j'étais pas ouf. Et du coup, j'ai joué les échecs et je sais pas, j'aurais du mal à dire ce qui m'a attiré tout de suite, mais j'ai plongé rapidement assez dedans et je me suis mis à gagner. J'avais l'impression que je gagnais plus souvent que je ne perdais et du coup, tu prends goût à la victoire peut-être, tu vois. Mais c'est comme ça que j'ai débuté. Ouais. Ok, ouais, tu sentais que tu avais des prédispositions. Et comme quand on est petit, on a besoin aussi d'avoir un peu de validation, vu que on découvre un peu la vie, bah, ça nous donne peut-être un peu confiance aussi. Ouais, mais j'aurais du mal à mettre des mots sur pourquoi j'ai aimé, quoi, franchement. Ouais. C'était soudain ou progressif un petit peu? En fait, le premier déclic, c'est au début, c'était plus un centre d'intérêt, quoi. Okay. Et j'ai décidé de faire mon premier tournoi classé officiel, genre quelques mois plus tard. Enfin, entre-temps, j'ai quand même mis 1 ou 2 ans à rejoindre un club parce que genre j'ai toujours cru que dans les clubs d'échecs il y avait que des vieux. Et donc je me suis dit c'est pas pour moi. Et après j'ai fini par comprendre que c'était pas forcément vrai. Je suis allé dans un premier club, Paris 18e, l'échiquier de la butte, un tout petit club. Et là, j'ai vu qu'en fait il y avait des cours pour les jeunes, il y avait plein de jeunes, donc j'étais super content. Et là j'étais pas encore sûr à 100% les échecs, tu vois. Mais j'ai fait un premier tournoi officiel quelques mois plus tard. Et là, je suis passé 1500. C'est mon premier classement 1500, tu vois. Et ensuite, je me rappelle, je suis allé sur le site de la Fédération française et je suis allé voir la liste des meilleurs jeunes de moins de 12 ans, je crois, en France. Ok. Et j'ai vu qu'avec 1500, j'étais dans la première page. Ah oui. Et donc là, je me suis dit, ah, mais c'est fou, je viens de débuter les échecs et je vois que je suis dans la première page des jeunes de mon âge en France. Et c'est là où je me suis dit all-in, quoi, tu vois. Ah, c'est marrant. Mais tu sais que t'as complètement raison avec l'a priori que certains ont sur le fait que les clubs d'échecs sont réservés aux personnes âgées. En fait, pas du tout, dans le sens... C'est même l'inverse, en fait. C'est même l'inverse. J'ai donné des cours à Nomad d'échecs. Ouais. Et eux, ils ont une énorme infrastructure pour les jeunes. Et limite, c'est plus pour les adultes que c'est plus difficile de trouver un club que pour les jeunes. C'est limite l'inverse, en fait. C'est ça qui est fou. Ouais, alors ça a grave changé, ouais. De plus en plus, c'est de plus en plus pour les jeunes. Et même à l'époque, c'était déjà pour les jeunes un peu, quoi. Donc ouais, aujourd'hui c'est clair que si on est jeune, il y en a 1000 raisons pour se mettre aux échecs, quoi. Ouais. D'ailleurs, je t'ai pas présenté aussi. Faut que je joue en fait. Ouais, faudrait que tu joues. J'avais oublié. J'ai oublié aussi de te présenter ton parcours. Bon, évidemment, je te présente un peu moins parce que beaucoup plus de gens te connaissent. Mais pour résumer, t'es maître international. Ouais. T'es le plus gros créateur de contenu de France. Si on compte pas Blitzstream facile, mais sinon t'es le plus gros. Ouais. Après, on peut le compter aussi, donc du coup, c'est pas clair. Ouais, parce qu'il y a plusieurs chaînes, du coup, c'est pas facile. Ouais. Et par rapport à ton parcours, parce que du coup, il y a aussi t'as baigné dans la compétition, t'en as fait énormément. Pour moi, t'as 2400, il faut envoyer. Ouais. Toi, t'étais quel type de joueur quand t'étais plus jeune, surtout? Moi, j'ai toujours eu le même style. Okay. J'ai un style très positionnel, très calme. J'aime pas trop la tactique, j'aime pas trop la complexité, j'aime pas trop le jeu dynamique. Je suis plutôt le gars qui va souvent, pour ceux qui connaissent pas trop le jeu d'échecs de façon approfondie, souvent j'aime bien utiliser mes animaux. Et donc genre moi je suis pas un lion qui va te sauter à la gueule, tu vois. Je suis plus un boa qui va essayer d'étrangler petit à petit, d'étouffer son adversaire.
Tu vois, j'ai vraiment un style comme ça, quoi. Ça n'a jamais changé. Hein. Ouais. Il y a aussi la comparaison, tu sais, Kasparov et Karpov en disant que Kasparov était un grand joueur d'attaque. Ouais. Karpov, on le décrivait plus comme un boa, comme tu dis. Ouais, moi je serais plus Karpov. Ouais. Enfin, si on devait, tu vois, comparer les styles. Et la question intéressante, qui m'intéresse personnellement, c'est la transition entre joueurs. Ouais. Et donc créateurs de contenu qui, en fait, faisant les deux maintenant, je vois que c'est quand même des games totalement différents. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans De passer de joueur à créateur ? Exactement. Quand tu as décidé de partager ta passion. Ah, donc tu veux dire au moment où j'ai lancé ma chaîne, par exemple, c'est ça ? Ouais, ou à partir de quand tu as eu l'envie de le faire ? Enfin, dis-nous tout le cheminement. En fait, moi, je m'étais toujours dit déjà que ce serait ni créateur ni joueur. Parce que quand j'étais plus jeune, il y avait déjà Blitzstream qui était là et qui était numéro 1 de très 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 loin. Et moi-même de base, je consommais pas beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça m'était juste jamais venu à l'idée de créer du contenu sur les échecs. Sinon, même en tant que joueur d'échecs, vivre des échecs, je me suis jamais dit que c'était un truc parce que pour moi, on pouvait pas bien en vivre. Donc, à 20 ans, j'ai toujours fait le choix un peu des études. Il y a aussi les parents, tu vois, qui mettent un peu la pression et tout. Et après, en fait, j'ai eu un taf tout à fait classique dans les bureaux, tu vois. Et c'est en fait vraiment lorsqu'il y a eu la crise sanitaire où ça m'a un peu chamboulé et après j'ai démissionné. Et c'est là où je me suis reconverti dans les échecs. Mais c'était pas du tout prévu, tu vois. Ça se trouve, s'il n'y avait pas eu la crise, ça se trouve, je ferais toujours le taf que je faisais à l'époque. Hein, tu vois. Donc la transition, elle est pas trop volontaire. Enfin, c'est un peu le destin, quoi. Je sais pas. Ouais, c'était un peu tombé dessus par hasard, quoi. Ouais, c'est vraiment le déclic de la crise, quoi. Mais sinon, je suis pas sûr qu'aujourd'hui je ferais ça, tu vois, s'il n'y avait pas eu ça. Ouais, je comprends. Ouais. Ah oui, t'as joué. Ouais, moi je joue le répertoire. Hein. Allez. Et t'as parlé d'en vivre des échecs ou de créateurs. Et moi, pareil, je me suis jamais dit je vais vivre des échecs dans le sens. Pour moi, il n'y avait pas d'argent. Enfin, quand j'étais petit, c'était ma perception. Ouais. J'étais pas plus enseigné que ça. Maintenant, tu es plus renseigné sur le sujet. Tu connais même très bien le sujet de la compétition à haut niveau. Ouais. Est-ce qu'on peut en vivre des échecs ? Ah, tu parles avec la compétition, avec que le fait de faire des compètes ? Est-ce qu'on peut vivre en littéralement jouant aux échecs ? Donc, compète ou invitation, sponsor, mais vraiment que jouer aux échecs. J'inclus pas le fait de donner de cours. Sinon, la réponse est évidente. Je comprends. Écoute, j'ai fait une vidéo sur ça récemment en plus, parce que voilà, je disais que j'avais vu un short de Nakamura. Nakamura qui disait, donc Nakamura qui est top 2 mondial, quoi, et qui parlait de Ding Liren, qui était l'ancien champion du monde, et qui disait que Ding Liren, dans une bonne année, il fait 300 000 euros, 300-400 000 euros $300 par an, et dans une mauvaise année, il fait 150 000 $ par an. Donc Ding Liren, champion du monde, donc top 10 mondial. Donc bon, en tout cas, quand on est top 10 mondial, déjà on peut en vivre c'est dingue. Vachement bien, tu vois. Quand tu es plutôt top 100 mondial, je pense que je suis pas forcément le mieux placé pour te répondre sur ça, mais quand tu es top 100 mondial, top 200 mondial, je pense que tu as envie, mais pas du tout au niveau du top 10 mondial, comme j'ai cité l'exemple de Ding Liren, tu vois. Puis j'ai échangé avec des top 200, si j'ai bien en tête, si c'est pas top 200, ça devait être top 300, tu vois. Ouais, dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là, oui, ils en vivent. Bien que il me semble que à ceux à qui j'ai parlé, en tout cas, ils donnaient quand même un petit peu de cours, tu vois. Donc peut-être que déjà, tu vois, top 200, top 300, il faut déjà faire un peu les cours, donner des cours pour avoir un complément de revenus. Et en dessous, top... au bout d'un moment, quand c'est top 500, top 1000, tu dis même plus top, quoi. Ouais. Donc quand on est genre maître international ou grand maître, mais un grand maître lambda, entre guillemets, là, je pense que tu peux en vivre, bien sûr, mais ce sera toujours, d'une façon ou d'une autre, ce sera relié au fait que tu donnes des cours, je pense. Tu vois. Ouais. Et donc, c'est vrai que je suis en train de réfléchir en même temps et j'ai pas de grands maîtres qui font que de la compétition, en fait, en tête. Ou alors, ils se sont débrouillés avec la création de contenu, avec les sponsors, mais ils ont tiré leur épingle du jeu différemment des compétiteurs. Ouais. Donc, là, sur YouTube, il y a une vidéo qui est sortie récemment d'un grand maître allemand, Flo Berger, un truc comme ça.
Et le titre de la vidéo, c'est être professionnel aux échecs, c'est vraiment pourri. Et la vidéo est partie assez virale, tu vois. Ok. Donc bon, ça montre un peu ça plante le décor, quoi. Attends, viral pour toi, c'est combien de vues du coup? En gros, c'est un grand maître qui a lancé sa chaîne YouTube. Normalement, il fait pas beaucoup de vues. Ouais. Et sa vidéo, quand j'ai regardé récemment, elle faisait 30 000 vues, je crois. Ouais. Et il y a même eu un article sur chess.com concernant cette vidéo. Et donc, ouais, la vidéo était très poignante parce que tu sentais que ça sortait du cœur. Et il disait aussi que donc c'est difficile. Il comparait la situation en Europe comparée en Inde. En Inde, tu es plus soutenu par l'État. Il disait aussi que tout devient beaucoup plus complexe à partir du moment où tu te dis, bah tiens, je vais peut-être avoir une vie de famille. Tu vois, parce que du coup, le problème d'un joueur d'échecs, c'est qu'il voyage beaucoup. Ouais. Et vie de famille, ça veut dire que tu as beaucoup plus de dépenses aussi. Et donc finalement, tout devient plus complexe, quoi. Donc ouais, c'est pas facile, facile. Mais c'est un peu comme, tu vois, c'est un peu comme le tennis, quoi. Enfin, ou comme dans beaucoup de sports, c'est-à-dire que le top va très bien en vivre. Et il suffit de descendre pas si loin pour que les gens commencent à galérer, quoi. Bah, c'est ce que je disais, Elliot, en fait. Tu sais, on a eu les Jeux Olympiques récemment. Et il y a certains médaillés olympiques qui sont coachs sportifs à côté, mais même pas, tu sais, ils sont même pas coachs dans leur activité. Parfois, ils sont policiers, ils ont des métiers qui ont rien à voir. Ouais. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas que les échecs concernés par ça. Ouais, c'est clair. Ouais. Et en fait, je réalise que, ouais, il n'y a pas forcément que les échecs. Toi, est-ce que tu as essayé d'en vivre à un moment? Ou est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ah, peut-être que ce serait possible? Parce que 2400, t'es modeste, mais en vrai, c'est un excellent niveau. Ouais. Les gens minimisent, en fait, déjà le niveau que ça... ou l'investissement que ça demande d'atteindre maître international pour l'immense majorité des joueurs. Ouais. Donc, est-ce que tu as eu cette phase où tu t'es dit, pourquoi pas moi aussi? Non, moi, jamais. Parce que je me suis toujours dit que c'était pas une carrière viable, tu vois. Et en fait, c'est plus... Comme j'étais un peu en burn-out dans mon taf classique, donc là, en fait, j'ai démissionné plus parce que j'avais besoin vraiment de me reposer, quoi. Et du coup, c'est juste qu'au bout d'un moment, je sentais que mes économies, elles fondaient. Et du coup, j'ai commencé à donner des cours d'échecs par-ci, par-là, tu vois. Et c'était plus parce que je faisais ça parce qu'il me fallait des revenus et je le faisais plus comme une sorte de... Je voulais pas affronter mes problèmes. Dans le sens où... Ouais, je me disais que ça allait pas durer, que j'allais probablement retourner dans mon taf classique, qui était quand même plus stable, mieux rémunéré. Mais je voulais retarder le moment au maximum. Donc je me suis mis à donner des cours d'échecs. Et finalement, petit à petit, t'as vu, tu mets le doigt dans le pot de confiture et finalement, après, tu mets la main et tu vois. Mais ça n'a jamais été un plan de carrière, quoi. Ok. Et donc, toujours en lien dans cet esprit d'entraînement, progression, compétition, toi, tu penses qu'il y a une phase où... C'était quoi la plus grosse difficulté que tu as traversée avec la compétition aux échecs? Parce que il me semble, parce que bon là j'utilise des infos que je connais, parce que je te connais personnellement aussi, mais tu étais vraiment très impliqué, tu avais des coachs, tu étais très bon coach, tu faisais beaucoup de tournois à l'étranger. Ouais. Donc il y a eu un moment, comme tu dis, où aussi peut-être tu retardais l'échéance, mais où tu étais à ton max. Ouais. Et on va dire cet investissement financier en temps aussi, est-ce qu'il a rencontré des difficultés, que ce soit par rapport... Ma question est un peu vague. Hein. Bah, en fait... Est-ce que tu as eu des difficultés, tout simplement? Ouais, en gros, donc j'ai démissionné, après j'ai pris du temps pour moi, j'ai vu que mes économies fondaient, mais je voulais pas revenir à mon ancien travail. Donc j'ai commencé à donner des cours d'échecs. Et après, j'ai vu que ça rapportait de l'argent, donc j'en ai donné plus. Et après, j'avais beaucoup utilisé le site Superprof qui mettait en relation des profs et des élèves, tu vois. Là, j'ai trouvé beaucoup d'élèves. Et après, j'ai eu un petit moment de déclic où, en fait, j'ai vu dans mon entourage des gens qui commençaient à créer du contenu. Et j'ai aussi vu Joachim Mohamed qui a lancé sa chaîne YouTube. Et du coup, je me suis dit, waouh, incroyable, il prend pas mal d'abonnés. Je crois qu'à l'époque, il avait 3000 abonnés. Ouais. Et je me suis dit, ah ouais, putain, ça a l'air de vachement prendre. Et du coup, là, je me suis dit, bah, peut-être je vais me lancer aussi, tu vois. Et c'est là où j'ai commencé l'aventure YouTube, tu vois. Et c'est là où j'ai commencé à avoir
à me dire ah ouais putain intéressant, j'ai de plus en plus de monde qui me suit, de plus en plus d'élèves aussi, etc. Et c'est là où j'ai commencé à ce moment-là à avoir cette problématique, tu vois. J'ai le côté joueur et j'ai le côté contenu. Qui est très dur. Hein. Qui est dur, mais en même temps c'est intéressant parce que finalement mais les cours que je donnais et le contenu que... Là je repense à un truc. Parce qu'en fait, par exemple, il y a littéralement... j'ai fait un tournoi à Formentera en 2022 où j'ai joué l'après-midi Gukesh, qui est devenu champion du monde, mais il n'était pas encore champion du monde. Et le matin, j'ai donné genre 3 heures de cours. Ah, 3 heures. Tu vois. Voilà, j'étais en visio le matin à donner 3 heures de cours, et l'après-midi, je jouais Gukesh, tu vois. Et du coup, je trouve que ça représente vachement bien ce truc de... d'un côté, j'avais donc les cours d'échecs, le contenu qui m'aidait aussi à me faire connaître. Et ça, l'argent qui était gagné via ça m'aidait aussi à financer mes tournois d'échecs et mes coachs, tu vois. Ok. Ouais, donc tu avais un petit mélange des trois, c'est-à-dire coach, joueur, et aussi créateur, quoi. Exactement. Ouais. Je sais pas comment tu fais, parce que tu m'as vu au Cap d'Agde, mais je donnais des cours parfois entre les rondes. Je sais que c'est dur, en fait. C'est super dur. Ouais, c'est dur. C'est un effort, et vu que tu as des élèves régulièrement et tout, tu t'engages aussi auprès d'eux, donc tu es obligé de le faire. Après, c'est bien aussi, mais disons qu'il y a quand même clairement une contrepartie sur la qualité de jeu qui est inéluctable. Ouais. Du coup, tu anticipes un petit peu ma question. Est-ce que tu as rencontré des difficultés donc, à trouver, j'allais dire dans la création de contenu, mais plus aussi des difficultés de manière générale, que ce soit création de contenu ou équilibre personnel, pro? Création de contenu, si tu veux, quand on vient du haut niveau, parce que en gros, quand même, maître et grand maître, c'est quand même le haut niveau, tu vois. Ouais. Et en fait, la création de contenu, si tu veux, dans le petit milieu du haut niveau, c'est quand même globalement mal perçu. Et moi-même, j'en avais une mauvaise image au début. Parce que, tu sais, on peut se dire, bon, incroyable, le joueur en question est très très fort, et maintenant il se met à faire des vidéos qui vulgarisent les échecs, à montrer le mat du berger ou à montrer les grands principes de l'ouverture. C'est quand même descendre un peu bas, etc., comparé à ce qui pourrait montrer de niveaux beaucoup plus complexes, tu vois. Ouais. Donc j'avais quand même un travail à faire moi-même sur m'ajuster, tu vois. Et maintenant ça va, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas évident, tu vois, quand quand t'as des collègues de ton niveau qui te disent par exemple, ouais, franchement tes vidéos, c'est pas terrible, genre c'est trop pour les débutants, tu vois. Donc comment dire, c'est toujours un peu pareil quand tu changes de milieu, c'est-à-dire que ton ancien milieu te regarde un peu en mode, comment t'as pu comment t'as pu en arriver à faire ça, tu vois? Ouais, comme si tu te prostituais presque. Quoi. Enfin... Ouais, parce que tu vois, le haut niveau, c'est plutôt en mode ah non, mais t'as vu la partie Carlsen, Guiri, au Tata Steel, au 17e coup, la nouveauté, cavalier H4, super intéressant dans cette slave, tu vois? Et donc, les discussions sont plus les mêmes, tu vois? Ouais, et toi, tu rappelles le coup du berger. Et toi, t'es là en mode écoutez le match du berger pour l'éviter, on fait G6, tu vois? Ouais, je comprends. Et ok, donc ça, t'as un ajustement à faire par rapport à ça. Pas facile. Et sinon, bien sûr, t'as le truc de... t'as aussi, bien sûr, en pareil, c'est toujours lié au niveau, c'est-à-dire que la création de contenu, c'est devenu quand même un moyen de gagner sa vie avec les échecs. Et donc, maintenant, tu as des situations où, par exemple, des créateurs de contenu qui sont peut-être 1900 Elo, on va dire, ils gagnent plus d'argent que des grands maîtres du top mondial, parce qu'ils gagnent plus d'argent avec la création de contenu que ces grands maîtres n'en gagnent avec la compétition. Et donc, il y a eu une phase, globalement, je pense, dans le monde des échecs, où il y avait cette situation où, une sorte d'animosité, tu vois, en mode, comment c'est possible que cette personne gagne plus d'argent que moi, alors que moi je joue 1000 fois mieux aux échecs que cette personne, tu vois. Donc ça aussi, pas facile à gérer, tu vois. La liste est longue, hein, il y a beaucoup de petits trucs. En fait, ce que tu décris, c'est super intéressant, parce que je me retrouve un peu dans ce que tu dis, mais tu décris exactement le syndrome de l'imposteur, finalement. Ouais, tu te dis, est-ce que forcément, à un moment, tu te dis, est-ce que je mérite, alors qu'il y a des joueurs qui sont beaucoup plus forts, etc. Tu vois. C'est intéressant parce qu'une fois j'ai eu un conseil
Je dirais pas le nom, mais enfin si, je pourrais dire le nom en fait. Tu sais, à un moment j'ai fait une conférence à Monaco. En fait, je suis à Antibes, du coup c'est pas loin de là où je suis. C'est une conférence sur l'entrepreneuriat de base. Ok. Et donc il y avait Eric Larchevêque. Ah, je vois. Fondateur de Ledger, enfin cofondateur de Ledger. Truc incroyable, tu vois. Ouais. Et j'ai pu lui poser une question. Ok. C'est une chose lunaire, enfin pour moi, c'est-à-dire c'est pas du tout le même niveau d'achievement, mais la conférence faisait que après voilà, j'ai pris l'initiative aussi de venir le voir, mais du coup je lui ai parlé un peu de mon projet, etc., des projets aussi dont je t'ai parlé. Et je voulais juste avoir des feedbacks de sa part. Est-ce que le projet est viable, qu'est-ce qu'il en pense et tout. Et lui il m'a dit un conseil, je m'y attendais pas du tout. Ok. Il m'a dit ta plus grosse difficulté dans la création de contenu, ça va pas être d'être meilleur aux échecs, ça c'est largement assez. Ça va pas être d'être bon en création de contenu. Ouais. Je me dis, mais ça va être quoi alors? Il me dit ça va être d'être capable de vendre et de sortir du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire de se sentir légitime à proposer des services dans les échecs. Parce que ce qui est très dur, c'est que t'as beau être fort, aussi fort que tu veux, 2200, 2400, j'ai envie de dire 2500, ouais. Mais il y a toujours quelqu'un qui est fort, voire beaucoup plus fort que toi. Oui. Il y a des joueurs à 2700. Ouais, de ouf. 2700, tu le sais assez vite si tu vas l'avoir ou pas, cet élo. Ouais. Et il m'a dit que ça va être la plus grosse difficulté que tu vas traverser. En fait, j'ai réfléchi, je me dis, ah bah il a raison en fait. Oui. Non, mais c'est clair. Et puis c'est aussi, quand tu as fait le haut niveau, forcément, le haut niveau, c'est tes idoles. Ouais. Donc en gros, toute ta jeunesse, tu as grandi avec des idoles en mode ah waouh, les 2700, les super grands maîtres, tu suis leurs matchs, tu regardes les championnats du monde. Et donc forcément, pour toi, c'est des modèles à suivre. Et donc finalement, quand tu changes de trajectoire, tu peux te dire bon, ok. Et quand tu vois que il y a pas mal de gens de ce milieu qui se disent ah non, création de contenu, c'est vraiment pas terrible ce qu'ils font. Bon, ouais, t'as forcément, tu te dis putain, peut-être je suis un imposteur, tu vois. C'est clair. Ouais. Il faut que je joue. Oui. Et est-ce que je te pose une question par rapport aussi. Est-ce que toi, tu as eu des difficultés liées aux haters dans la création de contenu? Parce que pour moi, je veux dire, il y a deux inconvénients à la création de contenu. Ouais. Je suis négatif, là, je suis totalement négatif. Il y a plein de trucs bien aussi. Franchement, pour faire la somme, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, j'en tire 1000 fois plus de positif que de négatif. Ouais. Mais pour moi, il y a deux inconvénients à la création de contenu. Tu vas me dire si t'es d'accord avec moi. C'est l'addiction aux réseaux sociaux. Tu te fais massacrer par les notifs. Comme tu regardes un peu ce que font les autres, donc tu t'es massacré par les shorts, les réels, les vidéos. Parfois, tu sais, de base, je consomme pas de contenu échec pour moi, c'est-à-dire en général, je suis pas le public cible entre guillemets. Okay. Mais parfois, je me dis, tu fais une vidéo, je me dis, ah ouais, c'est intéressant, il fait comment son montage, etc. Ouais. Et bam, 15 minutes de vidéo, je l'ai pas prévu au programme. Ouais, c'est clair. Il y a ça, et il y a aussi le fait que, honnêtement, moi, j'ai très peu de haters, mais je regardais un peu Joachim, j'ai regardé le Road to GM de Joachim quelques épisodes là récemment. Ouais. Dans les commentaires, c'est des malades. Enfin, c'est vraiment des crabes, quoi. C'est-à-dire que le gars, il partage des échecs, c'est pas un truc normalement clivant. Ouais. Parfois, il se fait déglinguer dans les commentaires. Et je me demande, toi, je sais que tu as eu des haters, enfin, c'était léger, je pense pas du tout que c'était le pire, mais comment tu as géré cette situation où, par exemple, toi, je sais t'as eu des gens qui te reprochaient de mettre trop en avant Carlsen dans tes shorts pour faire des vues. Ouais. Comment tu gérais ce genre d'accusations ou de mécontentement? Franchement, c'était vrai, ouais. Si tu veux, franchement, il y a des gens qui, tu sens vraiment qu'ils avaient de la haine à déverser et que du coup, c'est juste être méchant pour être méchant, tu vois. Et donc là, il faut apprendre à gérer ça, pas facile. Et après, sinon, il y a des gens où c'est un peu plus constructif. Tu vois. Ouais. Et là, ça peut être intéressant en vrai, tu vois. Et je pense que, comment dire. Et là, ça peut t'aider aussi à t'améliorer, tu vois. Genre, parce que, tu peux pas non plus ignorer les commentaires et les retours que les gens te font, tu vois. Genre, c'est un peu cette relation. J'ai vu une vidéo récemment, tu vois, sur la relation parasociale qu'ont les youtubeurs avec leur audience. Et il y a un truc, je trouvais la vidéo extrêmement intéressante. Et effectivement, la relation parasociale, c'est le fait que les gens te connaissent vachement bien, mais que toi, tu les connais pas. Ouais, c'est vrai. Donc, par exemple, souvent, tu es interpellé et la personne te dit « Ah, waouh, je regarde tes vidéos, j'adore ce que tu fais, trop bien, et puis cette vidéo, et puis celle-ci. » Et puis, ils ont toutes les rêves, tu vois. Ouais. Mais toi, en fait, la personne qui est en face, tu la connais même pas, tu vois. Ouais. Et du coup, donc, tu pourrais te dire que tu leur dois rien parce que tu les connais pas et c'est eux qui se sont attachés.
Mais en même temps, dans la façon dont les youtubeurs produisent leur contenu, enfin, tout le monde instaure une sorte de proximité avec son audience, tu vois, et tout le monde dit ouais, merci les gars, merci pour le soutien, etc. Enfin, tout le monde entretient une forme de proximité, tu vois. Et donc, même si ces gens, tu vois, tu les connais pas et des fois ils peuvent être un peu, tu peux te dire bah je leur dois rien, franchement, moi je fais juste mon contenu, c'est gratuit, ils regardent ou ils regardent pas s'ils veulent. Bon bah quand même, tu vois, tu de par le format hyper proche des gens que les youtubeurs ont tendance à faire, on leur doit quand même quelque chose, je pense, tu vois. Bah, Et surtout, écouter un peu leur retour, quoi. ouais, en fait, surtout que c'est évidemment la transaction, elle peut avoir l'air unilatérale dans le sens on leur donne du temps et consomme le temps, mais en fait, c'est une transaction dans le sens ils donnent aussi de leur temps pour t'écouter. Ouais. Et ça veut dire que la phrase je leur dois rien, pour être, je suis d'accord avec toi, en fait, tu dois quand même un minimum. Ouais. Après, ce qui est assez dur, en fait, là-dedans, je trouve, c'est que. Mais en fait, c'est super intéressant parce que cette histoire, par exemple, d'une anecdote, il y a quelques temps, j'ai fait un blitz à Lyon. Bah, c'était pour aller voir Phileas et Elliot un week-end. Et dans le tournoi, il y a un gars qui m'a demandé de faire une photo avec lui. Oui. Et tu sais, enfin, moi, je suis pas comme toi. Toi, j'ai pas 200 000 abonnés. J'ai 10 000 abonnés sur Instagram, 10 000 sur YouTube. Je me suis rendu compte que dans une niche, en fait, c'est énorme, 10 000 Ouais. abonnés. Mais pour moi, enfin, je me perçois pas du tout comme célèbre et tout. Et en fait, ça m'a même pas flatté ou gêné quoi que ce soit, mais juste bug en mode. Au début, tu te dis même, est-ce que c'est pas une blague ou un truc comme ça? Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Et en fait, c'est marrant parce que, enfin, nous, on fait des. Enfin, faut quand même se rendre compte, ceux qui nous regardent, mais nous, on fait des vidéos, on les prépare, mais en fait, on fait des vidéos chez nous, parfois dans notre chambre, quoi. Enfin, il y a un Ouais. gros décalage, en fait, avec ceux qui nous regardent, qui parfois aussi attendent une petite narration. Par exemple, Joachim, quand il fait son Road to GM, c'est des péripéties, des hauts, des bas, etc. C'est une petite source de dopamine au quotidien. Ouais. Et du coup, tu peux être impliqué dans l'histoire. Par exemple, toi, quand tu montes ta vidéo quotidienne, pédagogique, etc., bah, la personne, chaque jour, elle veut sa vidéo. Donc, en fait, il y a un engagement pour elle. Mais en fait, pour toi, c'est juste aussi c'est une simple routine où tu vois pas la personne. Et je trouve ça assez Ouais. dingue. Ouais. Mais en même temps, bah, je pense que il faut écouter, tu vois, les retours. Il faut essayer d'améliorer les choses. Moi, il y a une époque, je lisais pas forcément, je lisais même pas les commentaires à une époque, tu vois, parce que j'avais peur des haters. Du tout? Ouais. Mais bon, j'ai totalement changé. Maintenant, je lis à fond les commentaires. Je réponds au max de commentaires possible. Maintenant, je suis plus dans une phase où je me dis, ok, bah, les gens, j'essaye d'être à leur service entre guillemets, tu vois. Ouais. Et effectivement, quand les gens me disaient, bon, bah, écoute, je trouve qu'il y a souvent Magnus Carlsen. Ouais, à une époque, je me disais, oh, c'est bon, ils abusent. En même temps, si tout le monde regarde, c'est parce qu'ils sont peut-être intéressés, tu vois. Donc, pourquoi pas mettre Magnus Carlsen non-stop? Mais au final, bon, ok, j'essaye de prendre les retours et d'améliorer les choses et j'essaie d'avoir une approche constructive, tu vois. Et d'essayer d'être un peu responsable dans mon contenu, en tout cas plus qu'avant. Parce que, ouais, genre, comment dire, je pense que tu vois, chaque créateur peut décider de s'il veut envoyer des ondes positives ou négatives. Entièrement d'accord. Même dans la vie, tous les jours. Ouais, de ouf. Et tu vois, genre, moi, j'essaye plus d'orienter mon contenu vers des ondes positives. Et je pense que c'est bien mieux que de balancer des ondes négatives. Et donc, tu vois, j'essaye de faire en sorte que qu'on puisse se dire que, ok, globalement, ce qu'il fait, c'est plutôt positif et ça apporte une pierre à l'édifice, tu vois. Et ouais, d'être, je sais pas, je suis plus dans un truc maintenant où je suis à l'écoute, j'essaie d'être au maximum à l'écoute des gens. Même s'il y a des haters, je le prends pas personnellement parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu t'es tellement habitué à avoir plein de commentaires négatifs que tu es habitué. Et sinon, bon, bah, ok. Et après, bon, il y en a, des fois, ils abusent, mais en fait, tu les repères, ceux qui abusent. Tu vois, ceux qui sont juste là pour cracher du venin et rien de constructif, tu les repères et finalement, t'es pas tellement affecté, tu vois. Mais surtout qu'en fait, c'est de la haine sur le réseau, du coup, ça désinhibe. Mais en fait, c'est pas du tout représentatif de la haine du mec. Le gars te déteste pas forcément, il a beau t'insulter. Peut-être qu'il fait ça avec 50 créateurs et c'est pas comme si cette personne va dans la rue te retrouver, t'agresser ou quoi que ce soit. Enfin... Ouais, alors plus très souvent, quand il y a des commentaires un peu en mode qu'on pourrait qualifier de hater, souvent je réponds de façon assez calme et la personne se calme aussi. Enfin, elle répond à mon commentaire et de façon super calme. Ouais. Donc en fait, c'est assez intéressant. Ça m'est arrivé plusieurs fois où finalement j'ai l'impression que en tendant l'oreille et en disant à la personne, bah écoute, je t'ai écouté, j'ai entendu ton commentaire et voilà mon retour.
Et quand tu le formules de façon assez calme, finalement, en face, ça se calme aussi. Tu vois. Donc des fois, j'ai l'impression que les gens, ils ont aussi juste besoin d'être entendus, quoi. Ou en tout cas, tu leur dis, écoute, j'ai vu ton commentaire et j'ai entendu. Enfin, j'ai compris que t'étais pas content, tu vois. C'est vrai que c'est dur de savoir ce modérateur, parce que moi, j'ai jamais laissé par exemple, sur des vidéos, je crois que j'ai jamais laissé de commentaires de ma vie, tu vois. Ok. Même, en fait, quand j'aime pas, je regarde pas. Ouais, je comprends. Ouais. Ou quand j'aime pas, je vois pas l'intérêt de le dire, dans le sens, je me dis, si je regarde et que j'aime pas, c'est qu'a priori, il y a un truc, il y a un truc qui hook mon attention, tu vois. Mais je veux dire, ça peut pas être la faute du mec, dans le sens, en fait, je me sens un peu responsable de regarder dans tous les cas. Ouais. Et du coup, j'arrive pas forcément à me mettre à la place de ce profil, quoi. Mais ça serait intéressant. Ouais. Il y a un côté aussi, peut-être. Ce serait trop simple de dire c'est jalousie, c'est pas forcément que de la jalousie ou juste des gens aigris. Je pense que. En fait, ce qui est très dur, je trouve, c'est de dissocier. Parce que tu as dit qu'il y a des gens qui font des critiques constructives. En soi, celui qui t'insulte juste, bah, c'est pas. Maintenant, quand tu sais que c'est normalisé quand tu fais de la création, c'est pas très grave. Et en fait, c'est dur de dissocier ceux qui font des critiques, mais qui font ça un peu en passif-agressif ou qui sont bien intentionnés. Je vois, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et parfois, des fois, j'ai réagi à des situations, et en fait, je sais toujours pas, même avec le recul, si c'était bien intentionné et que c'était une critique constructive ou c'était un peu passif-agressif. Ouais, je et comprends. ça, c'est très difficile de dissocier. Je comprends, ouais. Non, c'est vrai que des fois, c'est pas évident, mais je sais pas. Franchement, c'est vrai qu'au début, tu vois, pour le coup, au début, c'était vraiment un truc qui me hantait, tu vois. Est-ce que j'aurais des commentaires de haters ? Et maintenant, c'est devenu tellement... En fait, c'est devenu tellement plus un truc qui m'occupe l'esprit. Genre, je sais pas comment dire, genre... Je sais pas, peut-être à force de recevoir des coups, tu t'es habitué, quoi. Ouais, c'est vrai. Et avec le temps, ça passe, tu vois. Et... Ouais, après, je pense que voilà, il faut aussi... si tu veux, avec le temps, j'ai aussi compris que on avait aussi une forme de responsabilité. Genre, oui, effectivement, je trouve que quand j'ai fait trop de shorts sur Carlson, c'était peut-être un peu abusé. Je pense qu'aussi, genre, des fois, j'ai peut-être fait des vidéos qui envoyaient trop d'énergie négative, tu vois. Ça aurait été mieux d'envoyer des énergies positives. T'as un exemple en tête ? J'ai fait des vidéos, par exemple, tu vois, peut-être j'ai critiqué la Fédération française. Ouais. J'ai fait des posts où j'ai critiqué des politiques, tu vois, et je pense que ce n'était pas mon rôle, et je pense que ça fait plus de scission que de... Je pense qu'il faut plutôt regrouper les gens plutôt que les séparer, tu vois. Et donc, bon, genre... Enfin, ouais, j'essaye de me dire, ok, genre, il faut essayer d'avoir un impact positif, tu vois. Et du coup, je suis... En fait, ouais, je me sens plus responsable. Enfin, ouais, si tu veux, à l'époque, je me serais dit, ouais, les haters, mince, ils font chier et tout, ils abusent. Et maintenant, je suis plus dans une situation où je me dis, ok, j'ai une responsabilité et c'est à moi de véhiculer les bons messages et je prends les retours qui viennent. Et peu importe comment ils sont, je vais essayer d'en tirer quelque chose, tu vois, pour essayer de véhiculer les bons messages et que ce soit des messages positifs, tu vois. Ouais, et en fait, je suis plus en mode... maintenant, je suis moins en mode, putain, je suis affecté émotionnellement par le truc, ça me fait mal et tout. Maintenant, je suis plus en mode, ok, j'essaie de comprendre et de faire en sorte que ça améliore ce que je fais et que le maximum de gens soient contents, quoi, tu vois. Bah, c'est vrai que la création de contenu, en fait... Parce que pour moi, quand tu crées, tu consommes plus. En fait, il y a les deux cours en fait, qui augmentent. Ouais. Et je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ça te rend plus... on va dire résilient à des choses qui sont censées t'irriter. Enfin, par exemple, est-ce que j'ai un exemple en tête Non, mais je vois, ouais. C'est vrai. Par exemple, toi, t'as eu... Pour mon cas, j'ai pas d'exemple en tête. Par exemple, toi, avec la FFE, c'était aussi avec Immortal Game, un truc où t'adhérais pas forcément aux valeurs. D'ailleurs, bon, je vais pas donner d'avis parce qu'en fait, je suis pas si bien renseigné sur le truc, mais je sais toujours pas ce qu'ils vendent. Enfin, leur business model, en fait, j'ai toujours pas compris. Ouais, alors en fait, c'était, je crois à un moment, la Fédération française, elle a fait un partenariat avec Immortal Game pour organiser le championnat de France de Blitz en ligne. C'était ça, ouais. Et donc, et en fait, il y a eu un communiqué de Lichess, qui est genre l'autre grosse plateforme de jeu autre que chess.com. Lichess, qui est une organisation française, et ils ont fait un communiqué ils se sont étonnés du fait qu'ils n'ont pas été sollicités.
par la Fédération française, alors que c'est une plateforme qui est gratuite et qui est open source. Et ils étaient étonnés que la fédération choisisse plutôt Immortal Game, qui, à une époque, avait mélangé un petit peu les échecs avec tout ce qui est NFT, crypto, je sais plus trop. Et donc, c'était bizarre d'avoir cette association entre ça et une fédération nationale. Et ouais, moi, à l'époque, j'avais aussi mis des messages comme quoi je soutenais la position de Lichess. Et bon, ok. Moi, si c'était à refaire, tu vois, je referais pas forcément ça. Parce que je pense que ça apportait quand même plus de drama qu'autre chose, tu vois. Et donc, je comprends, je comprends aussi, tu vois, le besoin pour une fédération de trouver des financements. Et ces financements, ensuite, ils permettent de financer justement des projets qui sont utiles. Je sais que la fédération, par exemple, elle a des projets, par exemple, pour développer vachement les échecs dans le milieu scolaire. Pour ça, il faut des financements, tu vois. Ouais. Donc, je comprends qu'ils prennent l'argent de là où il peut provenir pour ensuite le réallouer sur des projets qui sont utiles pour développer les échecs. Ouais. Et c'est pas forcément de l'argent sale non plus. Enfin, Ouais. de mémoire, en fait, c'était relié à la crypto dans le sens où ils autorisaient les paiements via crypto, en fait. Non, mais c'est juste le fait que, tu vois, je comprends qu'ils vont rechercher des financements privés et se dire, bon, on a un beau... on a un beau truc marketing qui est le championnat de France et on peut vendre le projet championnat de France à une entreprise. Et c'est d'ailleurs ce que fait la Fédération internationale avec ses championnats du monde. Tu vois, en gros, ils vendent les championnats du monde à des entreprises qui sont les sponsors et tout le monde est gagnant dans l'histoire. Donc je comprends tout à fait qu'ils fassent ça. Et ensuite, Immortal Game, après, je comprends que pour eux, c'est intéressant parce que tu vois, ils vont réussir à finalement se faire connaître d'un large public en très peu de temps, tu vois. Et maintenant, je suis plus en mode, ok, franchement, on est tous un peu fans des échecs. Et c'est pas évident de développer les échecs alors qu'il y a tellement d'autres sports qui sont très populaires et qui sont bien organisés en groupe pour tout abasser, quoi. Donc j'essaie plus de me dire maintenant, ok, essayons de plutôt faire des choses ensemble plutôt que de se tirer dans les pattes, quoi. Ouais. Là-dessus, je t'avoue que moi j'ai toujours été plus ouvert d'esprit là-dessus. Dans le sens, je me suis dit, les échecs, c'est un truc qui a quand même. Bon, qui est bien devenu mainstream, mais qui gagnerait à l'être encore plus. Ouais. Et maintenant, comme toi, en fait, je partage la position que tu as maintenant, à l'heure actuelle. En fait, tout ce qui peut valoriser aux échecs, faut le prendre, quoi. Même si un créateur t'aime pas forcément, ou tu peux avoir un différent qu'un créateur, etc. S'il développe les échecs, faut aussi voir ce qu'il fait de positif. Ouais. Et je trouve qu'on apporte, beaucoup on apporte notre pierre à l'édifice et on se rend même pas compte. Et c'est ça qui est beau aussi. C'est-à-dire que c'est dingue le fait qu'on fasse une vidéo dans notre chambre. Ouais, je vais avoir un peu le discours de boomer alors que j'ai 24 ans, tu vois. Mais c'est quand même dingue, je trouve. Enfin, moi, j'arrive toujours pas à me faire au fait que je peux faire un short là comme ça. Ça me prend 30 minutes. Ouais. 50 000 vues. Il y a 50 000 personnes qui ont regardé une minute mon truc. Ouais. Et en fait, ça dans mon cerveau, la dissonance entre le fait de passer 30 minutes et qu'il y a 50 000 personnes qui ont passé une minute à regarder, j'arrive toujours pas à la réaliser, quoi. Ouais. C'est une force, mais ça implique aussi une responsabilité, tu vois. Ce que je me disais pas forcément avant, mais maintenant je me le dis, tu vois. Genre je me dis, ok, beaucoup de gens regardent tes vidéos et il faut qu'elles soient bien, quoi. Et il faut qu'elles véhiculent des bons messages, tu vois. Attends, je joue un petit peu là. On traîne un peu à jouer, hein, Ouais. Hop. Ouais, là j'ai des doutes. C'est toi qui vas m'attaquer là cette fois. Ouais, malgré moi. C'est ça que je fais en plus. Ok. Il y a une question que je me posais aussi. Ouais. Les Road to GM, t'en penses quoi, toi? J'ai jamais trop brandé mes vidéos en mode Road to GM, tu vois. J'ai jamais dit que c'était un Road to GM et il y avait épisode 30, 40, 50, 60. Après, c'est pas délirant. TMI, le capot dessus, c'est GM. Enfin, tu vas pas dire Road to 24-50. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, enfin, après, moi, je me suis toujours plus dit, ok, j'ai pas envie de nommer le truc, tu vois. Genre, je fais des tournois et puis je fais mon max, tu vois. Et après, ok, des fois, j'ai dit que je voulais devenir grand maître et des fois, moi-même, je savais plus trop si je voulais devenir grand maître parce qu'en fait, tu sais, genre, en vrai, c'est comme ça pour tout le monde dans la vie, quoi. Tu sais, des fois, on a des objectifs et puis, genre, 2 jours plus tard, on l'a plus. Tu vois, genre, en fait, c'est. Moi, je suis spécialiste pour ça. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai jamais dit que c'était un retour GM officiel, parce que moi-même, j'étais pas sûr de vouloir y parvenir. Après,
Je pense pas que les gens qui font des Road to GM se foutent de la gueule non plus des spectateurs, parce que en vrai, par exemple, il y a des moyens plus simples de faire des vues, hein, Ouais. tu vois. Bah oui. Parce faire un tournoi en présentiel, ça implique quand même déjà de se déplacer, Ah oui, non, de c'est un payer tous enfer, les frais qui sont liés. C'est super dur, je trouve. Si tu fais des tournois en présentiel, en fait, c'est un type d'échec où la préparation des ouvertures, elle est très importante parce que tu as le nom de l'adversaire à l'avance, ce qui n'est pas le cas du blitz en ligne. Tout à fait. Donc souvent, ça veut dire qu'un gros travail sur les ouvertures, donc souvent des coachs, etc. Donc je trouve que c'est quand même beaucoup de budget et c'est pas non plus un format... Enfin, il y a des formats plus simples pour faire un max de vues. Tu vois, tu pourrais faire un max de short, par exemple, tu vois, pour faire un max de vues sur Thibaut les échecs. Thibaut InShape. Ouais, 12 voilà. shorts par jour, des millions d'abonnés. Ouais. Donc bon, je pense que, en fait, je pense que c'est... Parce que si on dit que le Road to GM, c'est un truc un peu marketing pour faire genre, bah, je trouve qu'il y a plus simple, en vrai, pour faire genre. Tu vois. Donc voilà, bon, je pense que ceux qui font des Road to GM, ils ont vraiment cette envie de devenir grand maître. Ah oui, et c'est juste que c'est super dur et après, tu sais, je comprends. Enfin, il y en a plein en préparation mentale qui disent il faut que tu visualises ton objectif, il faut que tu mettes la barre haute parce que sinon bah ça va pas te booster, tu vois, dans ton mental et tout. Et du coup, je comprends qu'il y en a qui se disent ok, je concrétise le truc dans mon mental en disant Road to GM pour mettre la barre haute et me donner cette ambition, quoi. Donc je comprends qu'on puisse le faire. Et voilà, quoi. Et après, effectivement, il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas parce que c'est dur. Et voilà, quoi. Mais après, je pense pas qu'il y a une volonté, tu vois, de tromper les gens, quoi. Pour moi, c'est même évident. En fait, je pense que ce que pourraient reprocher les gens, je pense pas que les gens reprochent de tromper, mais par exemple, en fait, je sais pas ce que reprochent les gens, parce que moi, je marche pareil. Moi, quand tu me demandes mes objectifs, si tu m'écoutais avec mes objectifs, tu dirais, il est malade, ce mec. Genre vraiment. Je le dirai pas à la caméra, parce que tout le monde va me dire, il est malade, ce mec, ça sert à rien. Okay. Mais du coup, pour le côté avoir des gros objectifs, moi, je suis hyper compréhensif et je peux toujours à critiquer. Je pense que le reproche que peuvent faire les gens, peut-être, j'essaye de mettre à la place, que moi, je suis pas d'accord avec eux, mais c'est en mode... il dit qu'il a un objectif ambitieux et il se donne pas les moyens. Et c'est vrai que moi, par exemple, ça m'agace quand quelqu'un dit, je sais pas, je veux être, peut-être hors des échecs, mais par exemple, je veux être sportif, athlétique. Il mange des fast-food tous les jours, il fait pas de sport. Enfin, c'est vrai que ça peut être agaçant pour les gens d'entendre quelqu'un dire, je veux faire ça, et rien foutre. Donc c'est peut-être dans ce sens-là le moindre reproche. Je sais pas. Franchement, quand je regarde Joachim, par exemple, ou genre Gotham Chess, par exemple, deux personnes qui ont dit ok, Road to GM officiel, tu vois. Ouais. Je trouve qu'ils essayent de se donner les moyens du truc. J'ai l'impression aussi, moi. Joachim, j'ai l'impression qu'il a fait pas mal de dépenses pour avoir des coachs. Gotham Chess, il a fait son coaching en direct avec le grand maître Nexence, tu vois. Donc, je sais pas, je trouve qu'il se donne les moyens quand même, tu vois. Ouais. Après, moi, je kiffe ce format. Enfin, là, je regarde plus trop les vidéos de Joachim, je veux pas faire genre je suis ton plus grand fan et tout, mais je sais qu'avant de me lancer, je regardais beaucoup ses vidéos. Et toi, t'es un peu de développement personnel en mode amélioration continue? Ouais. Parce que moi, je suis complètement là-dedans. Ok. Et du coup, je trouvais ça cool de dire t'as un objectif et petit à petit, tu fais tout pour l'atteindre. Tu franchis les étape par étape. Et moi, je trouve ça juste, outre le fait qu'il faut du contenu, c'est un contenu positif, je trouve. Enfin, je pense que les gens qui ont des objectifs, ils aiment bien ce genre de contenu. Pour moi, ce genre de contenu, les gens qui sont agacés par ce genre de contenu, au contraire, ceux qui n'ont pas d'objectif. Après, ça dépend comment tu le fais, tu vois. Genre, par exemple, si t'accuses ton adversaire de tricher alors qu'il a pas vraiment triché. J'ai regardé la vidéo, du coup. Ouais. C'est un peu limite, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai pour tous les contenus, tu vois. Mais limite, ça, j'aime bien parce que je trouve ça authentique, au moins. Dans le sens, la compétition, c'est ça, c'est tu tiltes. Tu peux rager, quoi. Et si tu fais genre, c'était sympa, on a passé un bon moment avec moi et mon adversaire, c'est pas vrai. Enfin, personne ressent ça. Tout le monde a le seum de perdre. Faut dire ce qu'il y a, quand on perd, on a le seum de perdre. Et plus on est fort, plus c'est prononcé, d'ailleurs. Ouais, non, mais c'est clair. Enfin, c'est humain, quoi. Enfin, il y avait une étude d'un grand maître Smerdon, je crois. Non, c'est plus Smerdon, je sais plus qui disait que qui prouvait qu'en fait les joueurs d'échecs étaient très mauvais pour détecter les tricheurs. Ah bah oui. Et qu'il y avait beaucoup de gens qui pensaient que l'autre avait triché, mais qu'en fait c'était rarement le cas. Tu vois. Donc c'est assez humain, de penser que ça triche en face alors que c'est pas le cas, tu vois.
Ok, ça. D'ailleurs, pour parler de la triche, t'as vu la news? Il y a eu une news, faudrait que je te explique correctement, mais en gros, il y a un mec qui a développé des lunettes. Peut-être que tu l'as vu. Ouais. Et en gros, les lunettes, il regarde l'échiquier, donc j'imagine il y a une caméra, et ça te donne les bons coups. Enfin, il y a Stockfish qui, avec les lunettes, qui t'indique les coups qu'il faut jouer quand tu regardes l'échiquier. Ouais. Donc en gros, une manière très facile de tricher. Parce que pour expliquer la manière de tricher standard, toi tu m'attaquais. Ouais. J'ai presque peur. Je me suis chauffé là. Faut que je fasse gaffe d'ailleurs. Mais la manière la plus standard de tricher, c'est, on va dire, d'aller dans les toilettes et tricher qu'un tel. En gros, c'est un peu cramé, quoi. Enfin, c'est-à-dire, je pense que c'est pas très dur d'identifier quelqu'un qui triche souvent. Et là, maintenant, ça redistribue les cartes. Parce que si ça coûte pas cher et c'est facile à mettre en place, tu vas faire quoi? Tu vas pas dire aux gens, mettez plus de lunettes. Enfin, et ça, c'est une vraie problématique, je pense. Est-ce que tu as un avis là-dessus, sur l'avenir des échecs dans les compétitions en présentiel? J'ai toujours trouvé qu'il n'y avait pas assez de choses qui étaient faites, tu vois, pour prévenir la triche. Donc, par exemple, il n'y a pas de... Enfin, les gens peuvent venir avec leur téléphone portable, et on contrôle pas vraiment. Il y a beaucoup de tournois aussi comme ça. Et donc voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez qui est fait, très clairement, tu vois. Et en plus, il y a plein de cas, souvent, qui apparaissent dans la presse de gens qui ont triché et qui se sont fait prendre, tu vois. Après, je comprends aussi que pour les organisateurs, c'est pas simple, tu vois. C'est-à-dire que déjà, organiser un tournoi, c'est tellement de travail et c'est des budgets importants. Si en plus, tu dois maintenant allouer des budgets pour la détection de triche, c'est encore un poste de dépense supplémentaire, alors que déjà... C'est à la pause, moi je t'écoute. Ouais, j'ai cramé. Pas du tout. Mais je t'écoute, en vrai, je rigole. Et du coup, ce sera encore un poste de dépense supplémentaire pour les organisateurs, alors que c'est déjà compliqué d'organiser un tournoi d'échecs, tu vois. Donc bon, c'est pas facile à résoudre ce problème, tu vois. Ouais, moi je pense que c'est très inquiétant pour l'avenir. Après, il n'y a pas d'argent en jeu dans les échecs, heureusement. C'est-à-dire que le haut niveau, il y a de l'argent, mais le haut niveau, je pense qu'ils sont un peu plus vigilants. C'est vraiment dans les tournois, on va dire les tournois amateurs où c'est open bar, quoi. Ouais, de ouf. Donc, mais il faut faire attention, quoi, parce que là, des lunettes, tu peux pas interdire à des gens de porter des lunettes, quoi. Donc, il va falloir trouver des solutions. D'ailleurs, en dernière news, j'avais posé des questions aussi à Elliot là-dessus. Ouais. Tu sais, il y a Magnus Carlsen. Je t'oblige à parler de lui, là, c'est malgré toi, là, tu peux rien y faire. qui a été viré parce qu'il a porté un jean. Ouais. Je donne un peu plus de contexte. C'était championnat du monde de rapide. Il y a un dress code assez strict. Et dans le dress code, il ne faut pas porter de jean. Ouais. Magnus Carlsen le fait malgré tout. Et il laisse rentrer dans la salle de jeu. Ouais. C'est un élément important parce que moi, je ne l'avais pas quand j'ai donné mon avis. Okay. Il laisse rentrer dans la salle de jeu et au final, ils lui disent il serait bien que tu retournes dans ton hôtel te changer pour mettre un jean. Okay. Et lui, il a refusé, ils l'ont viré. Ok. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ce petit drama? Moi, je trouve qu'il a un peu déconné quand même. Parce que déjà, 2 jours après, il annonce un partenariat avec une marque de jeans. Donc bon, on a cramé le Magnus. Hein. Franchement, ça c'est abusé. Et donc ça veut dire que c'était limite prémédité, j'ai l'impression, tu vois. Ouais. Et ensuite, franchement, c'est parce que j'ai vu beaucoup, pour le coup, ça a fait la une un peu de la presse généraliste, tu vois, en mode scandale dans le monde des échecs, dans le milieu feutré des échecs, etc. Révolution, désormais, le dress code est assoupli. Alors qu'en réalité, le championnat du monde de Blitz et de Rapide, c'est le seul tournoi dans l'année où il y a un dress code aussi strict, tu vois. Donc, en fait, c'est dans tous les autres tournois, tu peux venir quand même de façon assez chill. Tu vois. Moi, tu sais que j'avais la position inverse. Pour moi, il fallait plus de dress code. Il y en a, ils venaient, mais c'était abusé, quoi. Oui. Et j'ai vu le tournoi, mais j'ai dit, ok, il fait chaud, ok, c'est l'été, mais habille-toi normalement, quoi. Il y en a un, limite, s'il était en tenue de vacances, le gars, il avait des tongs, ma short de bain. Enfin, c'était lunaire. Moi, je comprends qu'on soit amené à faire des efforts dans un tournoi dans l'année, quoi. Tu vois. Ok, ouais, je vois. Et oui, effectivement, comme tu le dis, il y a plein de tournois où les gens, ils ont un peu abusé, quoi. Des fois, t'as l'impression on est à la plage et pas dans un tournoi d'échecs, tu vois. Donc, franchement, je trouve que là, dans cette aventure-là, du jean, je suis pas trop dans la team Magnus, tu vois. Ouais, elle est compliquée ta pause, là. Tu m'embêtes bien, là. Moi, je suis pas d'accord avec... Bon, je suis d'accord avec toi dans l'idée. Enfin, j'entends ton argument. Après, je trouve que la FIDE... En fait, c'est pour ça que je t'ai clarifié qu'ils l'ont d'abord laissé rentrer dans le tournoi. La FIDE doit être plus claire aussi, c'est-à-dire que tu peux pas le dire pendant le tournoi, en plein rapide, il y a 10 minutes entre les parties.
bah, retourne dans l'hôtel te changer, quoi. Moi, j'ai plus l'impression que ça ressemble un peu à un rapport de force. Et tu sais, la deuxième histoire qui a fait un peu plus. Qui a fait un peu moins parler, mais à l'échelle des échecs tout autant, je dirais, c'est les doubles champions du monde au championnat du monde de Blitz, entre Carlsen et Nepomniachtchi. En gros, pareil, contexte, c'est la finale, Armageddon, ça veut dire que... Non, il n'y a pas d'Armageddon, justement. Il n'y a pas d'Armageddon. Non, ouais, il jouait des parties jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. C'est ça, il n'y avait pas de vainqueur, il y avait 3 ou 4 nuls d'affilée, c'était 4 de mémoire. Mm-hmm. Et à la fin, Carlsen, il prend l'initiative, il dit, écoute, Nepo, tu vas être champion du monde, moi aussi, faisons match nul, et soyons tous les deux champions du monde. Enfin, partageons le titre, quoi. Chose qui est interdite normalement dans le règlement. Ouais. Et t'en penses quoi de cette histoire? Ouais, non, mais ils ont encore abusé, encore une fois. Surtout que Magnus, il a dit par le passé que les parties qui étaient arrangées, elles devaient être sanctionnées. Ce qui est, définition de partie arrangée, quoi. Et lui-même, il a proposé ça à Nepo, tu vois. Après, il s'est défendu en disant que c'était une blague, tu vois. Mais bon, c'était peut-être pas le moment de faire une blague, tu vois. Ouais. Et peut-être pas. Je pense que lui-même, il a conscience qu'il a peut-être un peu dépassé les limites lors de ce tournoi. Ouais. Parce que pour le coup, moi, de mémoire, souvent, quand Magnus avait eu un titre de champion du monde, il l'a tout le temps célébré sur Twitter, tu vois. Ok. X. Et là, pour le coup, il est devenu champion du monde, tu vois, et il a rien mis. Donc, je pense qu'il savait qu'en fait, s'il le célébrait, on allait le trash talk, tu vois. Donc, je pense que lui-même sait que, ok, je pense qu'il n'a pas envisagé toutes les possibilités avant de prendre cette décision, quoi. Elle est compliquée, la pause, là. Ouais. Vas-y, je vais... Faut se lancer. J'y crois pas à ton attaque, honnêtement. Mais j'attaque pas, là. Bah si, t'attaques. J'essaie de faire nul. Non, mais c'est possible. Le mec, il reste tout le temps dans le même état d'esprit. Je joue le coup et je pose la question. On va faire ce process. Vas-y. Soit dame prend, soit tour D8. Fou G5, tour D8. F6. Cavalier prend. Oh, c'est compliqué, ça. Tour prend, dame prend. Je vais prendre le risque. Ok. Alors ouais, je suis vicieux parce que je vais poser la question une fois que c'est à toi de réfléchir. Ok, vas-y, pas de soucis. Est-ce que toi, tu as une anecdote dans les échecs, et là, attention, que tu n'as jamais partagée? Et idéalement que moi-même, je ne connais pas, parce que tu t'es bien dit des trucs en off, parfois, j'imagine. Je veux un truc, je veux être surpris aussi. Que je n'ai jamais partagé. Mais une vraie histoire, hein, pas j'ai renversé de l'eau à un tournoi, quoi. Titre de comparaison, Fahim, il a mis un coup de poing à un organisateur au Cap d'Agde. Histoire qu'il n'a jamais racontée. On veut du niveau, quoi. Moi, je l'ai déjà raconté, mais pas à beaucoup de monde. Tu m'as raconté à moi? Je pense pas. Enfin, j'avais fait un tournoi à Paris. Ouais. Un rapide. Et en fait, j'ai joué un adversaire qui était non classé, 1499. Et là, il fait une pièce touchée, pièce à jouer, tu vois. Donc là, je lui dis pièce touchée, pièce à jouer. Et là, le gars, il me fait non, j'ai pas touché la pièce. Alors que je l'ai vu de mes yeux qui touchait la pièce, tu vois. C'est chiant, ça. Là, je me suis dit, ok, c'est un fou. Et j'appelle l'arbitre. Et l'arbitre, je lui fais, il a fait pièce touchée, pièce à jouer. Ouais. Et après, la personne dit, non, je l'ai pas touché. Parole contre parole. Et là, l'arbitre, il dit, écoutez, moi, je sais pas. Du coup, on va dire que c'est pas touché. Tu vois. Ouais, présomption d'innocence, mais tu peux rien faire, quoi. C'est horrible. Et après, du coup, je me dis, bon, de toute façon, je vais le battre, même si il joue une autre pièce. Ok. Tu l'as battu? Ouais, et du coup, on continue et tout, et à la fin, je le bats. Ok. Et là, ce joueur me dit, tu joues tellement mal. Alors que je suis maître international et qu'il est non classé, tu vois. Et comment t'as pu jouer un non classé alors que t'es MI? Pourquoi pas. Tu sais, genre, je sais pas, ronde 1, ronde 2, tu vois, un truc comme ça. Ah, d'accord. Okay. Mais normalement, il y a des filtres, il y a genre plus de 1200. Enfin, maintenant, il y a des tranches d'élo. La plupart du temps. Ah, c'était un open, c'est ça? Ouais, en open. Ah oui, d'accord, ok. Et du coup, donc, ouais, il me dit, mais tu joues tellement mal et tout. Et tu sais, je suis en mode, ok, je joue mal. Enfin, et après, il me dit, ouais, à la sortie, je vais te, tu vois. Et après, pendant le tournoi, il a commencé à me suivre, tu vois. Et après, je vais voir l'organisateur ou l'arbitre, je lui dis, là, il me menace et tout, qu'est-ce qu'on fait? Et l'arbitre, il m'a dit, nous, on peut rien faire, il faut que tu ailles voir la police.
tu vois. Ils auraient pu le faire eux-mêmes, quoi. Ouais, et du coup, Assistance à personne en danger. ouais, du coup, le joueur est resté dans le tournoi. Il était menaçant ou ça se prenait pas trop au sérieux? Il passait plus pour un fou ou un mec dangereux, tu vois ce que je veux dire? Bah, il avait l'air pas net quand même, tu vois. Ok. Et à la fin, en gros, je suis sorti, ouais, juste par précaution, genre je suis sorti avec d'autres joueurs en même temps. Ah, tu quand vois. même, ouais. Et du coup, bon, ça allait, tu vois, mais ouais, il est resté jusqu'à la fin, au dernier moment de la remise des prix, et il était là au moment où je suis sorti, tu vois, genre Ouais. de la salle de jeu. Ah, quand même. Et ouais, c'était assez bizarre. Sinon, il y a un tournoi que j'ai fait une fois dans le Nord, et ouais, ça, j'ai jamais raconté par contre. Là, je suis en train de parler avec un autre joueur dans la salle d'analyse, et là, il y a littéralement une personne qui nous jette des pièces. Un jeune, genre 25 ans, tu vois. 25 ans, c'est pas jeune. Mais attends, vous jouez la partie, vous analysez Moi, j'analyse avec un autre joueur. Et il te balance une pièce. Et il nous balance une pièce. T'as balancé quelle pièce? Et après, je sais plus, mais après, on se retourne, mais on sait pas trop d'où vient la pièce. C'est quoi ce délire? Donc, on continue à analyser, et après, il nous rebalance une deuxième pièce, tu vois. C'est vrai ou tu dis ça pour la vidéo, là? Ah non, c'est vrai. C'est quoi ce délire? C'est pas possible. Du coup, après, on va voir l'organisateur. Ouais. Et là, du coup, il y a une confrontation entre l'organisateur, moi et le gars qui nous jette les pièces. Mais tu vois. C'est quoi le contexte d'apparition? C'est qu'il non, mais il n'y a aucune raison, tu vois. Voilà, c'est comme si je te lance le cavalier, quoi, sans parler. Après, c'était une époque où genre personne me connaissait dans le monde des échecs, tu vois. Donc, ouais. je sais pas, il m'a pas ciblé parce que, tu vois. Ouais, ça aurait pu être ça, mais là même pas, quoi. Et après, du coup, confrontation et tout. Et là, il commence à s'excuser parce que, tu sais, on lui dit, bah écoute, nous, on va t'exclure du tournoi si tu fais des trucs comme ça. Et voilà, il s'est excusé. Et puis après, c'est rentré dans l'ordre. Mais je me suis dit, mais trop bizarre, enfin. Tu vois. Ouais, genre, le truc, en fait, je sais même pas si ça m'énerverait ou je serais pas comment réagir tellement tu peux pas l'anticiper. Ouais. Bah voilà, 2 anecdotes que je t'ai sorties. Ouais, pas mal. Ok. Bon, là pour les questions, c'est un peu tout ce qui m'intéressait. Ah, peut-être une question qui me plaît pas mal. Ok. Est-ce que... C'est un peu la question que j'ai posée à Elliot. Ok. Là maintenant, je te mets un flingue sur la tempe. D'accord. Pareil, sans contexte, histoire de fou. Et t'as 3 ans pour passer GM. J'ai 3 ans? Ouais. Ou 5 si tu veux. Non, 3, on va rester sur 3. Tu fais comment pour y arriver? L'idée, c'est de rester en vie, quoi. Donc, faut que tu y arrives. Là, c'est pas coucou YouTube, Road to GM, c'est que tu dois passer GM. Ah, comment tu t'y prendrais? Bah, déjà, mauvaise nouvelle. Je vais mourir. Et ouais, du coup, franchement, putain, vraiment mauvaise nouvelle parce que j'ai vraiment fait des efforts pour essayer de progresser au max. Donc, j'ai l'impression que j'ai déjà tout essayé, tu vois, pour passer grand maître. Ah oui, ok. Donc, non, vraiment mauvaise nouvelle. Hein. Comment je m'y prendrais, je pense que je ferais pas là, du coup, j'aurais pas le même coach que j'ai déjà eu. Et je m'entraînerais pas de la même façon. Je vais essayer une autre méthode, mais je sais pas laquelle, tu vois. Mais en tout cas, waouh, non, mauvaise nouvelle, attends. Non, vraiment, ça va pas là. Ouais, mais donc tu changes de coach, tu ferais quoi? Tu jouerais à quelle fréquence? Essaye, sois créatif en vrai. Tu dois y arriver, c'est pour ta survie. Bah. Ça doit être possible, je pense, avec un peu d'instinct de survie, non? Tu penses que tu meurs direct? Bah, si je me rends compte que vraiment je vais mourir dans genre 2 mois. Non, mais sans tricher, tu vois. Bah ouais, si je me rends compte que dans 2 mois je vais mourir, peut-être je vais commencer à me dire peut-être il faut tricher. Tu vois, pour sauver sa vie, quoi. Mais j'ai l'impression d'avoir tellement tout essayé pour devenir grand maître. Et ah non, ouais. Donc ça, ouais, c'est assez pessimiste là ta réponse. Ah ouais. Hein. Attends, j'ai quand même fait appel à parmi les meilleurs coachs du monde, quoi. Franchement. Ouais, c'est vrai que vu comme ça change un peu. Ça change donc les coachs, j'ai l'impression que j'ai déjà fait mon max. Ok. Ah non, mauvaise nouvelle. Attends. Coaching mental, t'as fait? J'ai fait aussi. J'ai tout fait, mec. En plus, ouais, t'as une bonne hygiène de vie, t'es sportif. Ouais. Tu fais quoi comme sport en ce moment? Muscu, beaucoup. Génial. Combien au développé couché? Ah, je te prends au piège là. Non, mais je soulève 100. Ouais, pas qu'une seule rep. Hein, mais... Combien de reps? En fait, non, mais il n'y a jamais un moment où je me suis dit, tiens, là, je vais faire mon max et voir combien je fais sur une rep. Mais ta meilleure performance?
Bah, j'ai Ça fait n'a aucun rapport avec les échecs. Hein, mais j'ai fait des juste... séances où ouais, je faisais, je sais pas, moi, la séance commençait par du développé couché. Je faisais 4 séries et 4 ou 3, je sais plus. Mais genre sur les 2 premières séries, je soulevais 100 ou 105, je sais Ouais, c'est plus. bien. Mais c'était plusieurs reps. T'es donc un des joueurs d'échecs les plus musclés. Ou du moins les plus forts. Vu que c'est de la force. Bah, Est-ce que c'est vraiment dur après? je trouve que c'est quand même 2 milieux qui sont assez similaires. Tu vois, il y a quand même Ouais. beaucoup de choses qui se rejoignent. Ouais. Genre, tu peux beaucoup mesurer les choses. Il y a un côté très solitaire. Il y a un côté très tryhard. Il y a beaucoup de points communs, mine de rien, en vrai. Et surtout, tu calcules fou prend, puis on prend. Bah, je sais pas trop quoi jouer là. Je comprends rien à la pause, mais ok. Et maintenant, c'est plus pour les spectateurs qui nous regardent. On va dire. Toi, tu conseilles. En vrai, je vais la faire différemment. Je voulais faire la même question qu'Eliott, mais je voulais te la faire différemment. Ok. Dis-moi un truc pour la progression aux échecs. Surcoté et un autre sous-côté. D'accord. Bah, en fait, c'est dur à dire parce que ça dépend du niveau des gens, vraiment. Tu vois. Profil standard, entre 1000 et 1500 chesscom. C'est déjà pas mal en vrai, c'est au-dessus de la moyenne. 1000-1500 chesscom, ouais. Franchement, entre 1000 et 1500 de chesscom, les gens, souvent, c'est un niveau où ils commencent à donner moins de pièces. Ouais. Ils doivent toujours consolider des tactiques qui sont plus avancées. Tu vois, genre, en gros, à partir de 1000, 1100 Elo, les gens, souvent, donnent moins de pièces en un coup, mais ils ont toujours du mal sur des tactiques plus complexes, genre pièces enfermées, genre pion passé, c'est compliqué souvent pour les joueurs, ou genre tout ce qui est double attaque sur plusieurs diagonales ou colonnes ou rangées, ou un croisement de diagonales et de rangées, tu vois. Donc les gens doivent souvent consolider la tactique, même si elle a beaucoup progressé, et c'est ce qui fait qu'ils sont plus genre 800 ou 600 Elo. Mais sinon, c'est souvent du coup le moment où, comme il donne moins de pièces, ça peut devenir plus intéressant de travailler la stratégie. Tu vois. Et du coup, la stratégie, ça va impliquer voilà, de travailler les attaques de roi, tu vois, comment réussir à bien mener une attaque de roi, comment réussir à se défendre quand on a le roi attaqué, les structures de pions, tout ce qui est lié à l'espace, à l'activité des pièces, au déséquilibre matériel et tout. Genre là, ça commence à être le moment intéressant pour travailler ça. Et ouais, je pense que c'est le niveau où il faut commencer à introduire la stratégie et consolider la tactique, quoi. Tu vois. En fait, j'allais dire, je suis pas d'accord, mais en fait, si je suis d'accord, parce que moi, je dirais que c'est toujours la tactique qui est le plus important, même entre 1000 et 1005 pour passer plus. C'est toujours la tactique qui prime. Le truc, c'est que les gens sont déjà conscients par rapport à la tactique. Ils savent déjà qu'ils doivent en faire et ils commencent à en faire. Ouais. Donc, même si c'est le plus important, ils le font déjà. Tandis que la stratégie, c'est pas ce qui est le plus analysé. Et un truc précis dans la stratégie, je trouve, je pense que tu seras d'accord, parce que j'imagine que beaucoup de gens disent ça, enfin moi, beaucoup de gens me disent ça, c'est le fait de trouver un plan. Ouais. Qui est ultra important. Et trouver un plan, en fait, c'est marrant parce que tout le monde pense qu'en fait, ce qui importe au début, c'est d'être bon dans les ouvertures, tout connaître ses coups et tout. En fait, ce qui est important, c'est de connaître des plans types dans ces ouvertures types. Ouais. Et de savoir, et connaître les grands principes de son ouverture. C'est ça qui a beaucoup plus de valeur que connaître les coups. Oui. Donc, en fait, je serais d'accord avec toi. Je vais dire, je suis pas d'accord, et en fait, je me suis dit, ah bah si. Bon, bah, ça me va alors. Bon, cette partie, Julien, j'ai posé toutes les questions que je voulais te poser. Ok. Soit je te propose nul et on fait un vrai blitz, parce que là, il faut qu'on fasse une vraie partie directe. Ok. Soit on l'a fini. Bah, on la termine en blitz, celle-là. Vas-y. Mais avec une cadence alors. Bien sûr. Ok, quelle cadence tu veux 3. 3, ok, c'est Moins. parti. Non, 3, ça me va bien. Tu sais que c'est une pendule que j'ai achetée aux US, parce qu'aux US, t'es obligé de prendre. Dans le tournoi que je faisais, il fallait ramener sa propre pendule. Enfin, c'était une fois sur deux, soit toi, soit l'adversaire. Et du coup, mais comment ils choisissent si c'est toi ou l'adversaire? Bah, je sais pas. En fait. Vas-y, je commence. Je crois que c'est en fonction de la couleur. Je crois que si c'est les blancs, tu dois la ramener. Ah, moi, je la ramenais à chaque fois, du coup, mais. Je commence. Vas-y. C'est parti. Écoute, une nouvelle fois, bonne partie. Bonne partie. Pas facile. T'es inspiré? Pas trop. Ok. J'ai un peu plus, Julien. Je vais pas te mettre la pression, mais. J'ai vu. Peut-être un deuxième. Le deuxième, il est pas encore sûr, mais. J'ai vu que t'avais un pion de plus. Ok. J'ai un truc, mais c'est.
En fait, j'ai un coup à jouer, mais faut pas que je me trompe. Bah, tu sais quoi, allez. Trop bizarre ce coup. Ouais, je sais. Ça se trouve, je me trompe là. Je suis encore format podcast là. J'ai envie de te poser des questions. C'est le moment où je te repose une question, mais cette fois-ci, ça, c'est juste pour te distraire. Hein. Bizarre ce coup. Ok, trop chelou. Bah, je sais pas, fou prend, fou au 3, fou de couleur opposée, c'est pas si évident. Enfin, c'était toujours bien quand même. Ok. Bon, je sais pas, je joue ça. Ah, tu calcules. Bah ouais, il faut. Ouais. Ouais. C'est beau. Et je trouve ça bizarre, mais l'idée elle est bien, je trouve. Ouais, peut-être ça va. Ouais, je t'ai pas convaincu. Ouais, Pas trop. pas trop. Pas trop, t'es sûr. Alors, tu sais ce que c'est mon défaut aux échecs? C'est Je te l'ai quoi? déjà dit, je crois. Je gère mal mon temps. Je te l'ai déjà dit. Je vais pas le faire. Bah on est deux. Non, ça va toi, non? Non, je rate très mal mon temps moi. Non, mais je suis pire que toi, je pense. Attends, hop. En fait, c'était plus ambitieux ce que j'avais fait dans ma tête. Parce que je réalise que. Tu m'as dit au début je voulais faire nul, j'étais merde. Il y a joue ou pas? Non, Oh le salaud. il n'y a pas de rajout. C'est l'info que j'avais pas. Je précise. C'est l'info que j'avais pas. C'est pas vrai. Tour en E8. Non, non, je te refais le coup du mec, tu sais. Non. J'ai un peu de plus quand même. Mais c'est vrai. Putain, fais chier. Je la joue. Tour au 7 après, j'ai plus rien. Ça, j'ai en fait de la merde. Putain, mais tu veux faire nul en fait. Mais j'ai pas fait exprès. Bah on dirait que si. Hein. Je te jure, j'ai pas fait exprès. Putain. C'est pitoyable. Nul. Ok. C'est pitoyable ce que j'ai fait. Tu sais qu'en fait, dans ma tête, je pensais que j'allais garder les tours, mais. Ok. Parce que je calcule du coup avec F3, c'était forcé en fait. Moi, j'avais peur sur fou, c'était tour D4 pour empêcher D4. Ouais, mais j'avais quand même 2 pions de moins, donc je savais pas trop si c'était C'était bien. vraiment pas ouf. Ouais. Bon, bah, piètre prestation de ma part. Mais en Ah, tout cas, ça merci va. beaucoup Julien pour Merci toutes à les toi. questions. Et on a une surprise, On a une surprise, un invité. un invité Tu as un stagiaire depuis pas longtemps. de 3e. Ouais, C'est son grand moment. c'est ton moment. Comment t'as pris un stagiaire? Parce que t'as pas une si grosse équipe toi de base. Si, quand même. T'as combien de personnes total? Il y a 8 personnes quand même. Ah, ça va vite. Ouais. Ouais, Ouais, mais il y en a juste une seule qui est dans mon entreprise. Les autres, c'est des prestataires. Ok, voilà. Tu vois. Oui, parce que sinon moi aussi j'ai du monde. Enfin, Ouais. bon, j'ai Ouais. pas tant que ça de monde, mais. Ok. Mais non, en fait, il s'appelle Louméane. Et il est venu me voir au tournoi du Cap d'Agde avec son père. Et il m'a demandé de faire son stage de 3e chez Julien Song EURL. Du coup, j'ai dit OK. Voilà. Tu t'y attendais un jour animer un stage Non, c'est marrant parce que ça m'est jamais arrivé. Et au Cap d'Agde, il y a 2 personnes qui m'ont demandé. Tu vois? Ah, mais tu sais que j'ai fait le lien parce que moi je pensais justement que c'était l'une de ces personnes. Bah oui. Ok. C'est l'une de ces personnes. Ouais. Ok, ah c'est fou. Et du coup, bah ouais, c'est la première fois. Ça se passe bien? Bah, on va lui Bah, poser les questions en fait. Bah, posons-lui la question. Il Louméane. vient du coup? Louméane, enchanté. Enchanté. Donc présente-toi. En fait, dans quel contexte t'as voulu faire un stage Qu'est-ce qui t'a amené à faire un stage chez Julien? En fait, c'est grâce à lui que je me suis concentré et investi dans les échecs. Génial. Et c'est un créateur que j'adore.
Et j'adorerais être moi-même youtubeur et aussi progresser dans les échecs. Et donc c'est pour ça que j'ai été super heureux d'aller faire ce stage avec lui parce que bah, ça allait m'apporter autant pour YouTube que pour les échecs. Ouais, bien Voilà. sûr. Donc Ah, c'est cool. c'est pour ça que j'ai voulu faire ce stage. Ah, c'est incroyable même. Il est gentil avec toi, Julien, ou pas? Ouais, ouais, il est super cool. C'est pas parce qu'il est à côté, hein, tu peux dire la vérité. Hein. Non, franchement, c'est super. Il fait- Il m'explique plein de trucs, je peux Ok. répondre à toutes les questions, c'est super. Et donc tu m'as un peu dit, je te pose la question que tous les adultes posent, qui est pas facile à répondre. Hein. Je me mets à ta place, j'étais jeune il y a pas si longtemps. T'aimerais faire quoi plus tard? Quelque chose en... Bah, j'aimerais bien être youtubeur d'échecs. Ok, ouais, Voilà. c'est fou. Parce que maintenant c'est vraiment devenu à la mode. Je sais pas ce que t'en penses, Julien, mais il y a 10 ans en fait ça n'existait pas ça. Mais maintenant, tu sais, c'est Jocaris, tu suis ou pas Jocaris, qui parle de la créateur économie. C'est un truc corpo en fait pour dire ce qu'on fait, mais c'est vrai que c'est vrai, il y a de plus en plus d'ampleur. Bah écoute, t'as une chaîne YouTube ou pas? Ouais, j'ai une chaîne YouTube. Génial. Bah je la mettrai en description. Merci beaucoup. Je la mettrai en description. Et puis voilà, si t'as... Écoute, moi je te propose qu'on fasse une petite partie. Ok, Bon, Loméane, je te souhaite une très bonne partie. bonne partie. Tu joues aux échecs depuis combien de temps? 1 an et demi, tu m'as dit? Ouais, c'est ça. T'es à quel elo? 1800 feeds. Attends, mais c'est pas mal. En 1 an et demi? Ouais. T'as pris un prodige, Julien. C'est quoi ça? En fait, ton plan, j'ai compris, c'est que je me fasse détruire par le stagiaire. C'est ça. Ah, je joue au répertoire là. Tu m'as dit 1800 feeds, j'aurais pu jouer autre chose. C'était l'info qu'il fallait pas me donner. Hein. Ah, il connaît. Il connaît ses classiques. J'ai le droit de te déconcentrer un petit peu ou pas? Ouais. Donc 1800 feeds. Comment t'as progressé aussi vite? Ah oui, parce qu'il y a, ils ont augmenté les lots, mais même comme ça reste beaucoup, 1800 en 1 an et demi. T'as quel Merci. objectif dans les échecs? Bah, c'est plus un rêve du coup, je pense, mais j'adorerais être champion de France. Adulte ou catégorie, vu que là t'es en catégorie jeune? Catégorie jeune. Ouais, bah, c'est un rêve, pourquoi pas. Hein. 800, c'est une super progression. Julien, j'ai peur qu'il me batte. Il joue vraiment pas mal. Mais je parle plus, je suis concentré là. J'animais plus quand j'ai contre toi que contre lui. Ah mais je sais pas qu'il était 1800 feeds, c'est un traquenard. Hein. Je pensais qu'il était 1200, 1300, j'ai entendu 1 an et demi, je me dis t'es pas 1800 en 1 an et demi. Échange des dames, très bien. Ça je suis pas contre par contre. Ça je suis pas contre.
J'ai eu de très mauvais souvenirs cette ouverture avec la française. J'ai joué ça il y a 2 ans contre Firako. C'est un joueur. Ouais, j'arrive pas à prononcer son nom. Il m'a défoncé sur cette variance. Regarde la partie, tu vois. C'est un cours d'échecs. Mais c'est moi qui a pris le cours là cette fois. Je vais tomber autant, moi. Ah bah c'était ma stratégie, hein, toi je te pose des questions pourquoi. C'est ma stratégie. Julien, j'ai la bonne nouvelle à dire, je vais peut-être survivre. Ah, Bien joué. je suis tombé en plus, j'ai joué n'importe quoi. Ouais. Non, mais j'ai eu un très mauvais souvenir sur cette ouverture. Tu regarderas un truc, au lieu de cavalier. C'était au lieu de cavalier D2, tu peux jouer cavalier C3, c'est super intéressant. Ok, me et suis ouais, fait- comme ça, quand tu prends, je remène le fou. Si je prends Ouais. avec la dame, ok. Ouais, C'est super compliqué en fait, c'est super compliqué, mais j'ai eu beaucoup de problèmes contre filles du coup. En tout cas, bah, merci pour la partie. Ouais, merci à toi. Et écoute, super. Bah, en tout cas, merci d'avoir suivi ce podcast. Merci Julien qui est derrière la caméra. Et on se dit à très bientôt pour le prochain. Allez, ciao.